On arrive au dernier point, le plus important, convaincre. On retrouve ce fameux tunnel de conversion dont j'avais parlé tout à l'heure. Il y a le tunnel de conversion général, qui est le grand principe, qui est j'attire les personnes, je suscite l'intérêt, je pousse à l'action. Et il y a le tunnel de conversion de votre site, qui va répertorier toutes les étapes, donc toutes les pages par lesquelles le visiteur va passer, avant soit d'acheter, ou soit de vous envoyer ses coordonnées via le formulaire de contact, par exemple. Chaque page sur laquelle le visiteur va aller, donc chaque point de contact, est une genre de barrière que vous lui demandez de franchir. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous proposez un lien, à chaque fois que la personne change de page, vous avez un certain nombre de personnes qui ne vont pas poursuivre sur le site. Parce que le temps de chargement de la page est trop long, parce que la nouvelle page sur laquelle il arrive n'a pas l'information qu'il s'attendait à voir, parce qu'il a déjà passé 30 secondes sur le site et qu'il avait l'intention de ne pas passer plus d'une minute, et qu'a priori la page sur laquelle il arrive a trop d'informations. Il peut avoir plein de raisons, mais à chaque fois que la personne va arriver sur une page, vous allez avoir un pourcentage des gens qui vont quitter le site internet et un pourcentage de gens qui vont continuer la navigation. Ça veut dire que sur chaque page, vous devez donner une bonne raison au visiteur de rester sur le site. Ça veut dire que vous allez passer un certain nombre d'heures à réfléchir à votre page d'accueil, mais si derrière votre page produit elle est catastrophique, ou votre page contact qui doit vous servir à récupérer les coordonnées d'une personne elle est catastrophique, vous ne récupérez pas le contact. La vente elle n'est pas faite. C'est le même fonctionnement, la même approche que sur un entretien de vente. Si vous commencez super bien l'entretien de vente et que vous le terminez mal, vous n'aurez pas la vente. Si vous faites un super premier entretien de vente et que vous n'envoyez pas de bonne proposition commerciale, ça ne marche pas non plus. C'est pareil sur un site internet. Mais ça a beau être logique, au final, quand on y réfléchit d'un point de vue plus global, on s'aperçoit que quand on a un peu la tête dans l'action, on est dans l'opérationnel, c'est pas quelque chose qu'on fait. On se dit, je vais faire une page d'accueil sympa pour donner envie à la personne de rester sur le site internet, puis les autres, elles sont moins importantes. Non. C'est pas vrai, ça marche pas. Vous devez trouver une raison, pousser la personne à rester sur le site. Ça veut dire à chaque fois avoir une ergonomie, ça veut dire avoir déjà des liens logiques entre les pages, par exemple. C'est-à-dire, si vous poussez la personne à cliquer sur un bouton d'appel à l'action et que vous le redirigez vers une page qui n'est pas la bonne, vous augmentez le pourcentage de chances que la personne quitte le site. Si vous avez un design qui ne facilite pas la lecture des textes, vous augmentez le pourcentage de chances que la personne part. Si vous ne mettez pas en avant des bénéfices clients, c'est peut-être même le point le plus important de tous, de mettre en avant des bénéfices clients, donc des raisons de faire appel à vous, des raisons d'acheter vos produits. Si ces raisons-là, elles ne sont pas mises en avant, si votre valeur ajoutée n'est pas mise en avant sur chaque page, vous perdez des ventes, vous perdez des visiteurs. Quand vous avez une personne en face de vous pour lui vendre quelque chose, si vous le perdez l'espace de quelques secondes, c'est pas grave. Parce qu'à un moment, vous allez parler plus fort, à un moment, vous allez voir qu'il n'est pas conscient, qu'il regarde ailleurs, vous allez voir qu'il commence à faire des dessins sur son papier parce qu'il prenait des notes, vous savez que vous êtes en train de perdre votre prospect. Vous vous adaptez en fonction. Sur Internet, vous ne pouvez pas savoir ce que la personne fait en même temps, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'elle est à un seul clic de fermer la fenêtre et elle est à 2 clics du site de votre concurrent. Elle a juste à faire précédent pour revenir sur Google et de cliquer sur le lien d'après pour être le site du concurrent. Donc sur chaque page, vous devez avoir quelque chose d'intéressant pour la capter et la convaincre de poursuivre la navigation. Ça veut dire créer un site. Oui. Dites-moi, juste la question justement. Comment savoir combien de personnes quittent notre site, à quelle étape? C'est Google Analytics ou Oui, c'est Google Analytics. D'accord. C'est Google Analytics. Google Analytics, c'est un outil gratuit proposé par Google qui vous permet d'avoir tout un tas de statistiques sur les gens qui visitent votre site internet. Ça vous permet de savoir combien de secondes il reste sur une page, ça vous permet de savoir qui quitte les pages à quel moment, et ça vous permet d'identifier du coup les pages qui sont plus ou moins pertinentes et celles qui vont faire fuir les gens. Pour capter la personne, pour la garder, pour lui vendre, bien entendu déjà, créer un design professionnel. C'est encore plus important sur le web qu'en dehors, puisqu'encore une fois, on est à 2 clics seulement du résultat suivant, on est à 2 clics suivants du concurrent. Si vous avez un site qui n'est pas sérieux, derrière, vous poussez la personne à revenir en arrière. Sur un site e-commerce, c'est un point très important parce que sur le site e-commerce, non seulement vous devez donner envie à la personne de vous acheter,
Mais en plus, vous devez la convaincre que vous êtes un interlocuteur de qualité et que les codes de sa carte bancaire qu'elle va mettre sur le site, ça va pas ils vont pas être passés automatiquement à un pirate et elle va pas se retrouver avec des débits qu'elle n'avait pas demandé pour se continuer. Le design joue énormément sur les pourcentages de vente d'un site e-commerce. C'est ce qui va inspirer confiance ou pas. Je vous ai mis des exemples de sites internet qui bossent le design. C'est juste pour vous dire à quel point le design est important de manière générale, mais sur internet aussi. Pour convaincre, vous avez de toute façon tout un tas de personnes qui vont considérer que la forme est plus importante que le fond. Donc travailler le design. Travailler le design, ça veut aussi dire faire un design qui est en cohérence avec ce que vous vendez. Faire un design super pointu, super élégant, quand vous avez un positionnement prix qui est bas, ou quand vous avez une cible qui n'est pas habituée à l'élégance, par exemple, c'est pas quelque chose d'intelligent. Si vous regardez les sites internet qui vont vendre des produits aux entrepreneurs ou qui vendent des produits aux petites entreprises, souvent vous avez des designs qui sont un petit peu moins travaillés, sur lesquels il y a un petit peu plus d'informations sur le site, vous avez un petit peu plus de couleurs, c'est un petit peu plus fouillis. Parce que avoir un design super élégant, ça ne marche pas sur un site d'entrepreneur. C'est des exemples, il y en a plein d'autres. Mais c'est cohérent du design avec ce que vous vendez et avec l'image que vous souhaitez véhiculer de votre entreprise. C'est aussi important parce que c'est ce qui va aussi faire votre taux de bounce rate en anglais. En français, c'est taux de rebond, voilà. Votre taux de rebond, c'est le nombre de personnes qui visitent une seule page de votre site internet et qui vont repartir en arrière après avoir visité uniquement cette page-là. Le taux de rebond le plus élevé, le taux de rebond de manière générale sur internet est élevé. Il ne faut pas croire que 80% des gens qui viennent sur votre site internet vont visiter plusieurs pages. C'est pas vrai, et même quand vous avez un site qui est bien optimisé, nous sur le site internet qui sont bien travaillés avec les sites qui ont des bonnes approches, on arrive à avoir des bons taux de rebond qui sont de 40%. Un taux de rebond de 40%, ça veut dire par exemple que 60% des personnes qui vont arriver vers la page d'accueil vont continuer la navigation. Ça paraît pas beaucoup et au final, je vous assure que sur l'ensemble de nos clients, et on commence à en avoir un certain nombre sur lesquels on peut faire des statistiques, c'est déjà des bons taux de conversion. Donc vous, sur le site que vous allez mettre en ligne, partez du principe qu'il y a plus d'une personne sur deux qui verra que la première page. Donc si le design n'est pas sympa et donne pas envie, peu de chances que la personne continue. Travailler le design n'est pas que aussi les contenus. Travailler les contenus, c'est aller droit au but. C'est pas mettre votre valeur ajoutée ou expliquer pourquoi la personne doit faire appel à vous ou vous achetez vous à la fin de la page produit ou à l'intérieur du site sur une page que personne va voir. C'est l'expliquer tout de suite sur la page d'accueil. Vous devez absolument sur la page d'accueil, en l'espace de quelques secondes, capter la personne qui pourrait être intéressée par votre produit. Ça veut aussi dire peut-être ne pas s'adresser à tous les visiteurs. Ça veut dire s'adresser plus particulièrement à votre cible principale de clients, celle que vous savez, vous avez plus de chances de convaincre. Peut-être que ça vous fermera des portes, parce que peut-être que la personne qui va venir ne va pas se sentir concernée par le message que vous avez mis en avant. Mais c'est pas grave que ça ferme des portes. Ce qui est le plus important, c'est que ça vous ouvre plus de portes que ça vous enferme. Et ça passe par aller droit au but sur la page d'accueil. Et ça marche aussi sur les autres pages. J'insiste sur la page d'accueil, puisque étant généralement, surtout sur une création de site internet, une création d'activité, la page la plus vue de votre site internet, c'est celle sur laquelle il faut être le plus percutant. Une fois que vous avez un bon référencement naturel, que vous avez un site en ligne depuis quelques temps, vous vous apercevez que la page qui sera la plus vue de votre site ne sera plus forcément la page d'accueil. Et quand vous allez commencer, ce sera la page d'accueil. Qu'est-ce que la proposition de valeur? C'est ce qui manque sur quasiment tous les sites internet, au moins au début quand ils se lancent ou quand il n'y a pas un marketeur dans l'équipe. C'est ce qui explique en quoi ce que vous offrez à vos clients, c'est différent de ce que les autres vont offrir à leurs clients. C'est ce qui explique ce que vous avez d'unique et de mieux que les autres. C'est pas facile à trouver, hein. Surtout dans une création d'entreprise, et j'en suis conscient, et on est nous-mêmes passés par là. Trouver sa proposition de valeur,
Généralement, la première, elle va super, et ça demande un certain temps, et en général, la meilleure proposition de valeur, c'est celle qui vient de ton premier client. Les personnes qui savent mieux que quiconque ce que vous faites bien, ce que vous faites mieux que les autres, c'est les gens avec qui vous avez déjà travaillé, et les gens qui vous ont déjà payé pour le travail que vous faites. Au début, ça sera un peu du pif. Une fois que vous aurez les premiers retours clients, ça sera pas du pif. C'est pour ça que moi, j'insiste aussi auprès des entrepreneurs que j'accompagne pour faire des questionnaires clients sur tous les premiers clients que vous allez avoir. Et ça marche que vous soyez en B2C avec un questionnaire envoyé en ligne à plein de monde, ou que vous soyez en B2B avec un questionnaire à faire en face à face ou au téléphone avec le prospect. C'est la même chose, mais c'est avoir un retour client de ce que vous avez fait. Que ça soit un produit ou que ça soit un service, c'est pareil d'ailleurs aujourd'hui, parce que aujourd'hui, quand on achète des produits, on est quasiment autant intéressé par l'offre de service qui est autour du produit que par le produit en tant que tel. Donc, quelle que soit votre activité, c'est vrai. Demander des retours clients, c'est extrêmement important d'un point de vue marketing. C'est quelque chose auquel on ne pense pas. Ça ne demande pas du temps de créer une enquête. Ça demande un petit peu de temps, mais ça ne demande pas vraiment de budget. Et si vous l'envoyez à plein de monde d'un coup, ça ne demande pas autant de temps que ça. Cette proposition de valeur, elle doit être unique forcément parce qu'elle est tournée par rapport à vous ou par rapport à votre entreprise. Elle est ce que vous faites mieux que les autres. Dit autrement, c'est aussi un avantage différenciant. Vous aurez parfois le terme d'avantage différenciant. Le deuxième point, c'est qu'elle est tournée de bénéfice client. C'est-à-dire qu'elle est tournée vers ce que les gens vont tirer de l'utilisation de votre produit. C'est pas je suis différent parce que je suis comme ci ou comme ça. Je suis différent parce que ma façon de faire les choses, ça va vous apporter ceci ou cela. C'est ça qu'on appelle un bénéfice client. C'est ce que ça va concrètement apporter au client. Sur le cas d'un site e-commerce, dans le cas d'un site e-commerce, pardon, ça veut dire que des caractéristiques produits, ce n'est pas des bénéfices clients, c'est descriptif. Tout ce qui est descriptif, ce n'est pas un bénéfice client. Ça ne met pas en avant des avantages. Il faut faire la différence entre caractéristiques de ce que vous faites, qui va être comment ça marche, qu'est-ce que je fais concrètement, quelles sont les étapes de ce que je fais, et bénéfice qui est, ou bénéfice ou avantage d'ailleurs, peu importe, qui est ce que la personne va en retirer. Et le troisième point qui est important, c'est que cette proposition de valeur, elle est réfléchie, elle est pensée pour votre client parfait. Elle n'est pas réfléchie pour les 80% ou les 70% de gens que vous allez attirer, que vous allez pitcher, auprès de qui vous allez vous faire connaître, qui ne seront jamais les personnes qui vont vous acheter. Elles sont faites pour vraiment la typologie de personnes que vous savez que vous arriverez à convaincre. Vous avez là, par exemple, c'est des exemples de proposition de valeur, de value proposition. Là, vous avez la marque Everlane. C'est un screenshot du site internet quand vous arrivez dessus. High quality, low markup, ça veut dire qu'ils ont carrément mis tout de suite leur accroche. Donc ça veut dire qu'ils proposent des produits de très bonne qualité et avec des marges qui sont extrêmement réduites. Le markup, c'est marge de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est la raison même de vie, de création du projet. Ce qu'ils mettent en avant, c'est le fait que volontairement, ils réduisent à fond les marges. Ce qui est quelque chose qui ne se fait pas dans leur secteur parce qu'ils sont sur du haut de gamme luxe ou généralement sur le haut de gamme luxe, on a des marges qui sont très très raisonnables. Eux, ils ont fait le choix de faire du luxe à très faible marge. Est-ce que c'est une bonne stratégie d'entreprise? Je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire. Par contre, par positionnement, on le voit tout de suite quand on arrive sur le site internet. On ne le voit pas à l'intérieur d'une page qui sommes-nous, tout en bas d'une page, c'est pas quelque chose qui va arriver 3 minutes après la navigation, on le voit tout de suite. Deuxième exemple, c'est l'exemple de l'entreprise Stones, qui a créé le concept One for One. C'est un concept que vous connaissez déjà. À l'origine, le concept One for One, c'est vous achetiez une paire de chaussures, il y avait une paire de chaussures qui était offerte à une personne dans le besoin. Ça, à l'origine, le One for One, c'est créé par l'entreprise Stones. Depuis, c'est devenu quasiment un concept en tant que tel. Il y a plein d'autres entreprises qui le font, et eux d'ailleurs, ils le font pour d'autres produits que pour les chaussures. C'est vraiment devenu un concept global. Ça aussi, ils le mettent tout de suite sur leur page d'accueil. Quand on arrive sur le site internet de cette entreprise, on sait que le concept One for One, c'est eux. J'ai pris le cas d'entreprises qui sont bien implantées, qui marchent, donc qui ont un service marketing derrière pour réfléchir à leur proposition de valeur. Mais l'approche, c'est la même pour vous, et quelle que soit votre activité, et même si vous vous lancez. Le témoignage client est également quelque chose qui est très important
pour inciter la personne et pour convaincre la personne de faire appel à vous. On le sait tous, parce qu'au final, on sait très bien qu'on achète des produits, qu'on va faire appel aussi à des conseils de professionnels quand quelqu'un nous l'a recommandé. C'est la même chose sur Internet. On accorde forcément moins d'importance à une recommandation qu'on va lire sur un site Internet, une recommandation qui a été faite par de la famille ou par un ami en direct, mais on y accorde quand même beaucoup d'importance. On peut mesurer les taux de conversion avec ou sans témoignage sur une page d'accueil. Donc nous, on peut vérifier le fait que ça soit pertinent. Ce pourcentage-là, c'est un exemple que je vous ai mis d'une étude qui avait été faite il y a quelques temps sur un large éventail de sites internet et sur des métiers qui étaient vraiment différents. On s'apercevait qu'en mettant un témoignage sur une page, sur cette étude-là, on avait plus de 12,5% de conversion, donc plus de 12,5% de personnes qui soit laissaient leurs coordonnées, soit allaient faire un achat. C'est quand même dommage de ne pas mettre des avis clients sur une page quand on sait derrière qu'on va avoir en gros 10% de personnes en plus qui vont continuer la navigation et qui vont derrière vous apporter quelque chose. Améliorer l'expérience utilisateur, c'est quoi? Améliorer l'expérience utilisateur, ça veut dire faciliter la navigation sur le site. Votre site internet, il peut être très simple avec 5-6 pages, il peut être compliqué avec une dizaine, quinzaine de pages, voire plus, ça dépend totalement de ce que vous faites. Si vous avez un site e-commerce avec quelques produits, il y aura tout de suite un petit peu plus de pages. Le but, c'est de simplifier totalement la navigation pour le visiteur. Simplifier la navigation, c'est faire en sorte que les pages soient pas longues à télécharger. Donc ça veut dire soit avoir un bon hébergement, soit ne pas mettre des photos qui font 5 mégas parce que vous l'avez pris avec votre tout nouvel appareil photo Nikon, super mégapixels. C'est pas bon. Ça veut dire faire ce qu'on appelle des boutons, mettre ce qu'on appelle des boutons d'appel à action. Vous savez, c'est un peu ces cartouches qui vous disent en savoir plus, acheter maintenant, rentrer dans la boutique. Le fait d'avoir des liens à l'intérieur de ces boutons qui sont d'une couleur différente, qui ressortent un petit peu du design, vous augmentez le nombre de personnes qui vont cliquer dessus. Contrairement à ce qu'on pense, les gens n'utilisent pas uniquement le menu pour naviguer. Vous avez une partie des gens qui utilisent le menu et une partie des gens qui ne l'utilisent pas du tout. Même chose pour le footer. Le footer, c'est la partie qui est tout en bas du site. Des fois, on l'utilise, des fois on l'utilise pas. Il y a des gens qui préfèrent utiliser le footer plutôt que le menu. C'est pas grave, mais le fait de mettre des pages à l'intérieur du footer, ça vous augmente aussi, enfin, vous donnez plus de possibilités à la personne, donc vous lui facilitez sa recherche de page. Pour une photo qui prend toute la page d'accueil, ouais. En termes de volume de l'image, on peut mettre quoi pour avoir quelque chose de forcément, plus la page va être grande, enfin plus le design va prévoir une page grande, plus la qualité de la page va être importante. Ça veut dire qu'en effet, mettre une page qui fait seulement quelques kilooctets sur une page d'accueil, si elle est full width, là, si elle fait tout l'écran, ça va pas être bon. En un, il faut surtout qu'elle soit de qualité. C'est le truc le plus compliqué parce que vous faites vous-même ou c'est un professionnel qui fait? Vous-même. Ça veut dire qu'il va falloir retravailler l'image plusieurs fois, en faisant plusieurs tests et vérifier concrètement à l'œil nu ce que ça donne et combien de temps la page met pour se charger. Mais si vous avez un hébergement de qualité, a priori, c'est pas juste le fait d'avoir une grosse image sur cette page d'accueil qui va vraiment ralentir le site. Il faut savoir que, je ne sais pas si j'ai mis là, non. Vous avez 50 personnes des gens qui abandonnent une page qui ne se chargent pas en moins de 3 secondes. 50%. Donc faites le test chez vous avec une connexion Wi-Fi plus ou moins bonne. Faites aussi le test en 3G ou 4 d'ailleurs. Ça c'est également un point important. Les outils d'analytics permettent de savoir dans le pool de visiteurs qui viennent sur votre site internet lesquels viennent de mobile et lesquels viennent d'ordinateur. Si vous savez que vous avez 30% des gens qui se connectent avec leur mobile et que vous-même, avec votre mobile en connexion 4G, vous mettez 5 secondes à ouvrir le site internet, vous savez que vous avez 50% de ces personnes-là qui ne vont pas continuer. L'internaute n'est pas un robot. Ça veut dire que si vous travaillez avec un référenceur web, ou si le designer ou le développeur avec qui vous travaillez, il vous dit, pour une raison obscure qui concerne des mots-clés, que vous allez pouvoir intégrer des expressions partout à l'intérieur des pages, faire des gros blocs de texte, etc. Alors déjà, c'est plus vrai, parce que le référencement naturel, ça marche pas exactement comme ça aujourd'hui. Ça marche par l'intermédiaire de création de contenu, comme ce que je vous ai expliqué au début. C'est le premier point.
Le deuxième point, c'est que votre site internet, il est dans une certaine mesure optimisé ou du moins prévu pour les moteurs de recherche, mais ça cible la personne qui doit convaincre, la personne dont il doit simplifier la vie, c'est pas celle d'un robot, c'est celle d'une personne, d'un utilisateur, d'un internaute. Donc les énormes blocs de texte, donc des textes qui ne donnent pas envie de lire, le fait d'avoir plusieurs blocs de texte sur une page et de ne pas avoir de titre, c'est pas les choses qui facilitent la navigation. Dites-vous, si une personne arrive sur le site et qu'elle a 10 secondes pour savoir de quoi ça parle, est-ce qu'elle peut, en allant de haut en bas sur la page, savoir de quoi ça parle? Est-ce qu'il y a s'il y a un seul des 3 paragraphes de la page qui l'intéresse, est-ce que grâce au titre, elle est capable de savoir lequel de ces 3 paragraphes l'intéresse et pourquoi? Ce qui est bien, parce que généralement quand vous développez le site, quand vous passez du temps sur le site, et plus vous passez de temps sur le site, moins vous voyez ces erreurs, c'est de le faire tester à des gens. Généralement, au début, on fait tester auprès de son entourage. C'est pas la meilleure des idées, parce que si c'est pas si votre entourage ne fait pas partie de la cible théorique que vous visez, elle va pas se poser les mêmes questions, donc elle va pas rechercher les mêmes informations. Donc son avis sur l'ergonomie du site sera pas bon. Le mieux, c'est de faire tester ça auprès d'un client potentiel ou un client que vous connaissez déjà et avec qui ça se passe très bien, et vous lui faites tester le site. Ça peut être les premiers clients. Un bon formulaire de contact est très important sur un site vitrine parce que c'est ce qui va vous permettre derrière de vendre. Soit vous êtes sur un site e-commerce dont le but est de provoquer l'achat, soit vous êtes sur un site vitrine parce qu'il n'y a pas d'achat en ligne, parce que vous êtes consultant, parce que le but c'est que les gens vous contactent pour vos services, auquel cas, ce qui va faire que vous avez réussi à utiliser Internet pour récupérer un prospect, c'est le formulaire de contact. Donc il ne faut pas le bâcler. Il ne faut pas mettre à l'intérieur du formulaire de contact les 10 informations ou les 15 ou les 20 dont vous avez besoin pour par exemple faire un devis. Ce n'est pas le but du formulaire de contact. Le but du formulaire de contact, c'est de profiter de la personne qui est allée jusqu'à cette étape-là et d'absolument récupérer ses coordonnées. Donc c'est nom, une information de contact, email ou téléphone. Email c'est un petit peu mieux minimum, et un message. Et le téléphone en optionnel. Et oubliez tout le reste au début. Le jour où vous aurez trop de contacts, vous pourrez vous amuser à rajouter des champs petit à petit, et vous aurez moins de personnes qui laisseront les contacts, et ce sera des personnes qui seront plus intéressées. Ça sera très très bien. Et votre but, c'est de déjà utiliser votre site internet pour récupérer les contacts. Moi, sur un site vitrine classique, un formulaire classique, il faut mieux mettre le champ au-dessus le nom du champ, pardon, au-dessus du champ à remplir. Un peu plus clair. Le dernier point, c'est profiter du fait que vous ayez à disposition et gratuitement des outils pour savoir ce qui se passe sur votre site internet et des clients qui vont sur ce site internet pour vous faire des commentaires pour constamment l'améliorer. Forcément, si ce n'est pas votre activité numéro 1, vous n'allez pas faire des modifications sur le site tous les jours, mais au début, sur une création d'activité ou sur une création sur un nouveau site internet, c'est normal de faire très régulièrement des modifications dessus. Si ce n'est pas au niveau du design, c'est au moins au niveau des contenus. Il y a forcément des choses à améliorer. Utilisez les statistiques de visite et utilisez les avis que vous allez avoir à droite à gauche pour constamment les améliorer. Des petits outils qu'on peut utiliser, alors c'est peut-être pour l'étape, c'est pour l'étape du dessus. Donc si vous êtes sur une première création de site internet, c'est pas forcément les outils que vous allez utiliser tout de suite, vous pouvez peut-être noter leur nom pour les utiliser plus tard, mais des outils qui permettent d'un petit peu mieux convertir sur un site. Vous en avez 3 là. Vous avez par exemple HelloBar, c'est les barres que vous avez en haut des fois sur le site internet, qui vous proposent des clics, qui vous redirigent par exemple vers d'autres pages. Vous avez Hotjar, qui est une entreprise qui propose de faire ce qu'on appelle des heatmaps. Donc vous savez concrètement, vous avez le mouvement de la souris sur le site internet, vous savez où les gens passent du temps sur la page. C'est des outils qui sont un peu plus haut de gamme que va l'être Google Analytics. C'est gratuit Généralement, vous avez des versions gratuites pendant un certain temps, et une fois que vous aimez bien l'outil, ça devient payant. Je ne sais plus exactement, parce que du coup, nous, comme on l'utilise au quotidien, on a forcément acheté toutes les versions payantes. Je ne sais plus lesquelles sont gratuites d'origine, par contre. Mais ça vous permet, vous pouvez même aller jusqu'à avoir une vidéo de la navigation de l'utilisateur sur le site. Moi, je suis capable de savoir sur mon site internet, d'avoir
régulièrement tout un tas de vidéos exactement de la personne ce qu'elle va faire. Ça veut dire que si elle va tout en bas d'une page, qu'elle remonte, qu'elle redescend, je vais le savoir. Je vais avoir le mouvement de la souris aussi, donc je vais un petit peu tout avoir. Si elle essaie de mettre du texte en surbrillance, si elle essaie de cliquer sur quelque chose qui n'est pas cliquable, on le sait aussi. C'est pas mal pour tester un site et voir ce qui fonctionne bien. C'est pas mal aussi pour montrer aux gens que c'était peut-être pas une bonne idée de souligner du texte, parce que souligner du texte, ça signifie un lien, et du coup, vous avez des personnes qui essaient de cliquer, mais ça marche pas. Et après, vous avez des entreprises comme AB Testing et plein d'autres qui font ce qu'on appelle de l'AB testing, qui consiste à faire des petites modifications sur une page, voir ce qui se passe, voir si ça a amélioré les statistiques, et derrière, concrètement appliquer ces modifications ou ne pas les appliquer si ça n'a pas été utile. Là, encore une fois, on est sur une utilisation avancée. Vous n'en êtes pas là comme sur une création de site, sur une création d'activité. C'est au cas où. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous n'avez pas toutes les cartes en main, mais j'espère qu'il y a des choses qui sont quand même plus claires, et des termes notamment qui sont plus clairs pour vous. J'espère qu'au niveau de l'approche à avoir sur la création de site, je vous ai passé les bons messages. Vraiment, à chaque fois que vous faites quelque chose sur votre site internet, quand vous êtes en train de le construire, imaginez-vous en face d'un client type ou d'un prospect type. Imaginez-vous pas en face d'un ordinateur. Et demandez-vous quel est le discours que j'aurais en face de cette personne si je devais la convaincre face à face. Qu'est-ce que je lui dirais? Même chose pour le site et pour les contenus du site internet. C'est pas un exercice, c'est peut-être plus facile pour moi parce que j'ai une expérience marketing, mais c'est avant tout un exercice commercial et marketing. Derrière, oui, il y a de la technique, il y a des histoires de design, d'ergonomie, certes, mais un site internet, c'est avant tout un support marketing, surtout pour les activités que vous avez vous. Vous devez l'optimiser pour qu'il vende, et là, les questions à vous poser, c'est les mêmes que dans la vraie vie. Ok?